Pile ou face, votre podcast avec Gaspard Martel. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette série consacrée à la Russie et l'Ukraine. On vous propose de plonger dans le conflit russo-ukrainien pour en comprendre la complexité, en parcourant l'histoire de ces deux pays et en analysant le conflit actuel et ses causes profondes, tout en dressant les conséquences aussi bien humanitaires que géopolitiques à plus long terme. On vous propose donc une série inédite, en 4 épisodes, tous déjà disponibles pour comprendre ce conflit et les basculements qu'il engendre. Alors aujourd'hui, on lance la pièce en l'air pour comprendre ce qui a précédé cette guerre, car avant les chars, les sanctions et les morts, il y a, vous allez le découvrir, une mémoire et une histoire commune entre les peuples russes et ukrainiens, mais aussi des blessures anciennes qui pèsent toujours dans l'imaginaire collectif et le patrimoine immatériel des peuples. Et vous découvrirez aussi que l'Ukraine, c'est l'histoire d'un tiraillement continu et séculaire entre Est et Ouest, entre l'autonomie et le rattachement à l'Empire russe, et que l'Ukraine a toujours été, notamment du fait de sa géographie, qu'on discutera dans cet épisode, une terre d'influence, au carrefour de l'Est et de l'Ouest. Alors tout d'abord, un peu d'histoire et quelques dates importantes. Tout commence au IXe siècle où la Russie et l'Ukraine partagent une origine commune dans la Rus de Kiev, aussi appelée État de Kiev ou Russie kievienne. La Rus de Kiev, c'est en fait la plus ancienne entité politique commune à l'histoire des 3 États slaves, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine, qui ont donc coexisté au sein de cet État pendant plus de 3 siècles, de 862 à 1242, jusqu'à ce qu'une invasion des Mongols voit les trajectoires de Moscou et de Kiev se séparer une première fois, Moscou émergeant à l'est et Kiev à l'ouest. On comprend déjà ici que l'histoire de la Russie et de l'Ukraine est en fait entremêlée. Ça remonte à des millénaires et Kiev est quelque part le berceau spirituel et politique de ce qui deviendra plus tard la Russie. Et vous le verrez par la suite, c'est l'une des clés de lecture majeures et importantes pour comprendre le logiciel des dirigeants russes, aussi bien actuels que passés. Vient ensuite le XVIIe siècle, où sous les tsars de Russie, l'est de l'Ukraine est absorbé dans l'Empire russe, notamment la région située à l'est du Dniepr, quand l'ouest reste sous influence polono-lituanienne puis austro-hongroise. Alors arrêtons-nous un instant, justement pour rappeler que le Dniepr, vous savez, c'est ce fleuve qui traverse l'Ukraine du nord au sud et qui coupe littéralement et même symboliquement en deux l'Ukraine, avec une partie est et une partie ouest. Et c'est l'occasion ici de faire une incartade assez importante pour rappeler à quel point la géographie est l'une des clés de lecture majeures des événements géopolitiques du monde, et a fortiori donc pour comprendre l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine. À ce sujet, on vous propose d'écouter ce qu'en disait l'ancien président de la République française, François Mitterrand, en 1984 devant le Congrès américain à l'occasion d'une visite d'État. On écoute. L'alliance ayant son domaine précis, chacun d'entre nous détermine la nature de ses relations avec les autres, et particulièrement, je dois le dire, avec l'Union soviétique et les pays de l'Est. Je pense souvent que sans être l'explication de tout, la géographie détermine l'histoire et que finalement celle-ci, pour ce faire, doit passer par les mêmes chemins. Regardez la carte de l'Europe et vous verrez où nous sommes, la Russie et la France, voisines de continents séparés par une distance qui s'amenuise à la vitesse d'un siècle pressé, tandis que les mœurs et les systèmes font semblant de ne pas bouger. Sachons être fermes et clairs dans le langage comme dans l'action, mais en même temps restons disponibles. N'ayons pas peur de dialoguer avec l'Union soviétique dès lors que les bases et les finalités de ces échanges sont nettement et clairement définies. Voilà, on a laissé durer le plaisir pour écouter l'ancien président français.
En tout cas, hasard ou pas, il était déjà question à l'époque des relations entre la France et la Russie, et plus largement entre l'Occident et l'URSS. Mais ce sur quoi on voulait insister, c'est sur cette phrase clé. Sans être l'explication de tout, la géographie détermine l'histoire. Alors regardons ça d'un peu plus près, parce que si cette maxime a un sens quelque part, c'est bien en Ukraine. Puisque l'Ukraine se situe littéralement et géographiquement à l'intersection de deux mondes. On a, comme on l'a dit précédemment, tout d'abord le fleuve du Dniepr qui coupe le pays en deux, créant une séparation très claire entre Est et Ouest. Ensuite, le pays lui-même a en fait sur son côté ouest tous les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, et sur son côté est une frontière de plus de 2000 km avec la Russie. Et ce clivage géographique en interne d'ailleurs, et qui est aussi lié aux influences liées à ces deux côtés Est et Ouest, se traduit clairement dans les urnes. D'ailleurs, si on regarde les élections présidentielles de 2010 et de 2014 en Ukraine, on a un clivage qui est flagrant dans les urnes. L'ouest du pays vote à plus de 80% pour des candidats pro-européens, quand l'Est vote à plus de 60% pour des candidats pro-russes. Et ce tiraillement se traduit également dans la langue, puisque une partie de la population ukrainienne est russophone. En 2021, il était typiquement déclaré qu'environ 30% des Ukrainiens parlaient le russe en langue principale, et dans certaines régions, ce taux pouvait même atteindre entre 70% et 90%, notamment les régions plutôt à l'est, avec le Donbass, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, ou encore la Crimée. Voilà, donc autrement dit, et comme le rappelait François Mitterrand, la géographie de l'Ukraine influence directement son identité politique, culturelle et linguistique, avec une fracture historique entre deux pôles d'influence que l'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans la suite de l'épisode, dans les choix diplomatiques, dans les choix politiques des 30 dernières années. Tout d'abord, arrêtons-nous sur deux dates clés. 1954, Nikita Khrouchtchev transfère la Crimée à l'Ukraine soviétique. À l'époque, c'est un geste symbolique pour célébrer les 300 ans de l'Union russo-ukrainienne dans une URSS que l'on pensait alors indivisible et éternelle. C'est une clé de lecture très importante à prendre en compte parce que dans le logiciel russe actuel, le transfert de la Crimée est perçu comme une erreur stratégique majeure compte tenu de son importance notamment militaire puisqu'elle offre un accès direct à la mer Noire et en plus permet la maîtrise de certains couloirs énergétiques. C'est encore une histoire de géographie, me direz-vous. Passons à une deuxième date clé, 1994. Parce qu'en 1994, suite à la chute de l'URSS, la Russie déclenche une grave crise économique en Ukraine. On ne va pas rentrer dans les détails du comment et du pourquoi, mais le fait est qu'une grave crise économique touche l'Ukraine. Et c'est cette crise économique qui est à l'origine des fameux accords de Budapest signés en 1994 et qui actent en fait le désarmement de l'Ukraine. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, l'Ukraine était l'un des pays les plus armés au monde. Il possédait le 3e arsenal nucléaire mondial. On parle de plus de 1500 têtes nucléaires et de dizaines de missiles intercontinentaux hérités de l'Union soviétique. Mais cette situation ne plaisait ni aux Américains, devenus les seuls maîtres du jeu politique après 1991 et la chute de l'URSS, ni aux Russes, qui refusaient de voir un ancien frère soviétique armés de bombes nucléaires à leurs frontières. Que disait alors cet accord tripartite signé entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis ? Eh bien tout simplement, premier point, Kiev accepte d'abandonner son arsenal nucléaire hérité de l'URSS et le restitue au grand frère russe. Deuxièmement, en échange, les États-Unis s'engagent à fournir une aide financière pour surmonter la crise. Et enfin, la Russie de son côté s'engage à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au final, c'est un magnifique coup de billard à 3 bandes joué par les Russes et les Américains pour obtenir le désarmement de l'Ukraine. 1. La Russie asphyxie économiquement Kiev en facturant son gaz en devises fortes, provoquant une hyperinflation et une paralysie de l'économie. Et 2. Les États-Unis, eux, arrivent avec une aide financière conditionnée à l'abandon et la restitution des armes nucléaires à la Russie. L'Ukraine est donc désarmée, fruit d'une impensée stratégique. Et l'épisode de son désarmement symbolise l'importance donnée à ce territoire par les puissances de l'Est et de l'Ouest, et ce rôle d'équilibre
et de pivot stratégique entre ces deux mondes hérités de la guerre froide. Un autre héritage de la guerre froide est à évoquer, c'est l'OTAN, qui est une autre clé de lecture historique des récents événements. Alors pour rappel, l'OTAN, c'est l'alliance militaire créée après la Seconde Guerre mondiale pour protéger l'Europe de l'influence soviétique. Elle compte aujourd'hui 32 membres et l'organisation repose sur ce qu'on appelle la clause de défense mutuelle. En gros, si un membre est attaqué, les autres doivent intervenir. Et elle est largement financée et donc dominée par les Américains, qui assurent l'essentiel du commandement militaire intégré et offrent ainsi aux autres membres un parapluie stratégique sous son leadership. Sauf que voilà, depuis 1991, l'OTAN s'est élargie, avec notamment plus de 15 pays de l'Europe de l'Est, et donc vous l'aurez compris de l'ex-URSS, aux portes de la Russie qui ont rejoint l'organisation. Et pour Moscou, ça c'est une provocation, c'est intolérable, et c'est perçu comme une tentative d'encerclement par les États-Unis et leurs alliés, et donc une menace directe pour sa sécurité. Le Kremlin alerte sans cesse depuis les années 2000 qu'il s'agit ici d'un encerclement et dénonce avec force l'élargissement progressif de l'OTAN à l'Est. Et lorsque plusieurs signaux faibles ou forts, c'est selon, ont laissé présager que Kiev pourrait également faire une demande officielle d'adhésion à l'OTAN, c'en était trop pour le Kremlin, qui évoque encore une fois ce point comme l'une des causes profondes et l'une des causes racines de ce conflit. Et pour cause, si on fait une analogie avec la crise des missiles de Cuba en 1962, vous vous souvenez, c'est cette fameuse crise où les États-Unis ont découvert un beau matin que l'URSS avait commencé à installer secrètement des missiles nucléaires à moyenne portée sur l'île de Cuba, à seulement 150 km de ses côtes. Ces missiles étaient déjà en cours de déploiement et pouvaient donc frapper à n'importe quel moment le territoire américain. À l'époque, compte tenu des tensions entre l'URSS et les États-Unis, c'était évidemment une inquiétude très prégnante. Washington a alors imposé un blocus naval sur l'île, exigé le retrait immédiat des missiles et placé son armée et ses forces nucléaires en état d'alerte maximale. Le monde s'est retrouvé au bord d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Finalement, après 13 jours de tension, un compromis a été trouvé et l'URSS a retiré ses missiles. Et on voit bien ici que l'analogie est claire. Ce type de comportement et d'encerclement, notamment avec des capacités nucléaires, ça déclenche un réflexe stratégique, qui était le même à l'époque d'ailleurs pour les Américains. Hors de question de laisser une puissance rivale, qui plus est nucléaire, installer des capacités militaires potentiellement hostiles à proximité immédiate. Malheureusement, entre une Ukraine qui voit l'OTAN comme une opportunité d'assurer sa protection et son autonomie stratégique vis-à-vis de la Russie, et une Russie qui perçoit cette démarche comme une menace existentielle, et surtout un contresens historique, l'escalade semblait inéluctable. Voilà, on a fait le tour de l'histoire absolument extraordinaire de ces deux pays, de ces frères ennemis, où on a pu constater tous ensemble que les frontières entre la Russie et l'Ukraine ont toujours été mobiles, et que leurs histoires sont liées mais semblent se déchirer peu à peu. En fait, quand l'Ukraine et la Russie sont ensemble, c'est un empire. Quand ils ne le sont pas, ce sont deux pays ennemis. L'Ukraine est un carrefour d'influence entre Est et Ouest, comme le montre sa géographie, son histoire, ses langues et ses urnes. Pour la Russie, l'Ukraine reste un sujet de politique intérieure. Elle fait partie de son imaginaire historique, culturel, impérial, et refuse son basculement à l'Ouest, ainsi que son encerclement par les forces de l'OTAN. Pour l'Ukraine, même si une partie regarde toujours à l'Est, c'est l'inverse. Il est temps de sortir définitivement de la tutelle russe et de rejoindre l'Europe, et plus largement l'Occident perçu comme des garants de sécurité, d'autonomie et de développement. C'est donc l'histoire de deux nations imbriquées qui a basculé en 2022 dans une guerre ouverte, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, plongeant le monde dans une nouvelle guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Ainsi s'achève notre premier épisode de notre série Russie-Ukraine. Merci de nous avoir écoutés, la pièce est entre vos mains. Pensez à vous abonner, à partager, à commenter et surtout rendez-vous au prochain épisode intitulé « Depuis février 2022, une guerre mondiale et des morts ».